Alors, c'est parti, on va passer directement à la correction de notre exercice d'application voilà, de la norme ISO 14001 version 2015 que je vous ai déjà communiqué. Je précise bien que ça va être un exercice d'application. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment une simulation réelle de la mise en place d'un système de management environnemental et vous savez que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est dans le but en fait de voir l'enchaînement des étapes de réalisation de la norme comme on a vu au niveau de la partie théorique. Alors pour moi, je vous ai choisi comme étude de cas le cas d'un laboratoire de contrôle qualité dans une industrie pharmaceutique. Et ça va être en fait l'exercice ou bien l'exemple qui va nous accompagner aussi lorsqu'on va voir ensemble le module qualité et aussi le module sécurité et santé dans le milieu de travail. Sinon, je passe directement donc, à la correction de l'exercice selon le cas que je vous ai proposé. D'abord, on a parlé en fait que toute la démarche ISO 14001 s'articule autour de l'outil de l'amélioration continue qui est le cycle de Deming ou bien le cycle PDCA. Alors, on va commencer d'abord par la phase plane du cycle PDCA, à savoir les 4 premiers chapitres de la norme. Voilà, donc quand je parle toujours des 4 premiers chapitres, c'est à compter à partir du chapitre 4. Donc, le chapitre 4, qui est le contexte de l'organisme, c'est le chapitre qui va servir comme diagnostic ou bien comme état des lieux de départ pour voilà, préparer à notre planification. Donc, le chapitre 4 sera d'abord le premier chapitre pratique de la norme, comme j'ai précisé au niveau de l'explication théorique. Alors, dans le chapitre 4, on a vu que la première chose à faire, c'est de faire la compréhension de l'organisme et de son contexte. Et je vous ai demandé, donc, au niveau de l'exercice, pardon, voilà, donc je vous ai demandé de choisir une activité industrielle qui vous intéresse et de remplir la grille d'analyse SWOT. Donc, on va utiliser l'analyse SWOT comme étant un moyen de diagnostic des enjeux internes et externes de l'organisme. Bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres outils. Moi, je vous ai donné en fait cette grille SWOT et pour chaque volet de la grille SWOT, je vous ai demandé de donner 3 enjeux importants selon l'activité que vous avez choisie. Pour moi, j'ai choisi donc le laboratoire de contrôle qualité pour une industrie pharmaceutique. Et pour, déjà entre parenthèses, les réponses que j'ai reçues, donc selon l'industrie que vous avez choisie, selon votre secteur d'activité, je vous ai déjà fait des petites remarques au niveau de ce que vous avez fait et ce que vous avez préparé comme réponse afin d'affiner donc vos réponses, mais toutes les réponses, bien sûr, elles sont correctes, puisque ça, c'est une étude de cas, ce n'est pas vraiment un exercice voilà, dont les réponses peuvent être vraies ou fausses. C'est juste question voilà, de précision et question du respect des étapes qu'on a déjà vues. Alors, je reviens vers notre étude de cas. Choisissez une activité industrielle qui vous intéresse et remplissez la grille SWOT. Alors, pour cette entreprise pharmaceutique, déjà, cette étude de cas, je l'ai fait. Donc, c'est un extrait d'un cas qui est réel. Ça veut dire un cas d'industrie que j'ai accompagné à avoir la certification ISO 14001 et qui ont eu effectivement la certification ISO 14001 vers la fin. Alors, sinon, voilà les forces de cette entreprise. Bien sûr, ce n'est pas le tout. Moi, j'ai fait des extraits. Un personnel qualifié. Donc, la première force, c'est un personnel qualifié. Alors, le personnel qualifié, les ressources humaines qui sont qualifiées, bien sûr, là, je parle de la qualification et de la compétence dans le domaine de l'environnement. Ça, c'est un point fort. Deuxièmement, on a déjà eu la certification ISO 9001 et on sait que dans le cadre de l'ISO 14001, il vaut mieux commencer par une certification qualité parce que ça facilite la mise en place d'un système intégré qualité-environnement. Donc là, dans le cadre de l'environnement, le fait d'avoir déjà
la certification ISO 9001 facilite bien sûr l'intégration de ce volet environnement au sein d'un système de management déjà existant. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que en ayant l'ISO 9001, c'est pas vraiment, c'est pas obligatoire d'avoir la 9001 avant d'aller vers la 14001, mais c'est un point fort qui peut faciliter la mise en place de la 14001. Par la suite, la force numéro 3, c'est la bonne organisation interne. Donc, toujours au niveau de l'analyse SWOT ou bien du diagnostic, on doit se focaliser sur des volets bien définis. Ça veut dire, je cherche le côté, je fais le diagnostic côté ressources humaines. Je cherche les forces au niveau de cette ressource. Je cherche aussi les faiblesses que les ressources humaines et les compétences peuvent représenter, toujours en relation avec le SME, le système de management environnemental. Et je fais la même chose pour le côté organisation technique et organisation interne. Et je fais aussi la même chose au niveau des équipements, des autres ressources économiques, financières, matérielles et ainsi de suite. Donc, ça facilite un petit peu la recherche voilà, des faiblesses et des forces. Sinon, je reviens vers le cas. Donc, on a une bonne organisation interne, ça veut dire nous avons une bonne organisation en termes, par exemple, de la maîtrise de la documentation, en termes de la bonne entente entre les cadres, on a une communication, on a donc on a en fait un environnement convenable interne pour accueillir un nouveau système de management d'une façon qui est adéquate et qui est correcte. Voilà les trois forces que je vous ai choisies. Par la suite, on passe aux faiblesses, la même chose. Donc, on a la première faiblesse, c'est la gestion des déchets non maîtrisés. Donc, si on a une gestion de déchets internes non maîtrisés, bien sûr que ça va être la priorité pour notre système de management. Donc, on n'a pas une bonne organisation du secteur gestion des déchets. C'est une piste d'amélioration et c'est une piste de progrès. Ça veut dire que cette faiblesse-là va donner naissance à plusieurs actions. On va avoir des actions qui vont découler de cette faiblesse afin de la corriger. Et en faisant cette correction, on est dans l'amélioration continue parce que l'analyse SWOT, bien sûr, il va être pris en considération au moment de la planification. Ça veut dire que le plan d'action, il doit être basé sur les résultats du contexte de l'organisme. Et bien sûr aussi la politique environnementale, il doit prendre en considération ce diagnostic interne et externe qu'on a fait. Juste entre parenthèses, on peut trouver aussi au niveau des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces, on peut trouver aussi des choses qui semblent un petit peu générales. Ça veut dire des enjeux qui n'ont pas directement une relation avec la discipline environnementale, mais qui peuvent avoir un impact, que ce soit positif ou négatif, sur le système de management environnemental. Parlons par exemple de contraintes économiques, voilà, quelque chose qui n'a pas vraiment un lien direct avec l'environnement, mais qui peut impacter la société en général et l'entreprise en général, y compris les performances du système de management environnemental. Si j'ai par exemple une crise économique à l'extérieur, c'est un enjeu qui provient de l'extérieur et qui peut freiner l'atteinte des objectifs de l'entreprise, y compris les objectifs environnementaux, parce que c'est un investissement et ça nécessite en fait des ressources financières et des ressources économiques. Ça, c'est de côté. Donc, la première faiblesse, c'est gestion des déchets non maîtrisés. La deuxième faiblesse que j'ai choisie, c'est manque de suivi de l'efficacité des actions. Voilà, donc ici, on a l'entreprise, elle met en place des actions correctives, des actions préventives. Il travaille sur l'amélioration de cette performance environnementale déjà avant d'opter pour la démarche ISO 14001. Par exemple, en guise de conformité réglementaire et de respect de la réglementation, mais on a une faiblesse en ce qui concerne le suivi de l'efficacité. On va mettre une action en place, mais on ne fait pas un suivi après pour savoir est-ce que cette action qu'on a mise en place est efficace ou pas.
est-ce qu'elle aide à atteindre les objectifs ou pas? Et ça, c'est une non-conformité dans la 14001. Donc, pour mieux maîtriser les actions et pour savoir est-ce que la démarche dans laquelle on est inscrit est efficace, donc il faut avoir un système de suivi de l'efficacité des actions mises en place. Ça, c'est de côté. D'autre côté, nous avons la troisième faiblesse, la culture environnementale non suffisamment développée. Alors là, vous pouvez dire qu'il y a une petite contradiction entre les forces et entre les faiblesses. Parce qu'au niveau des forces, on a parlé d'un personnel qualifié, bien sûr en matière de l'environnement. Et dans les faiblesses, on a dit que la culture environnementale n'est pas suffisamment développée. Alors, quand je parle d'un personnel qualifié, ça veut dire que j'ai, par exemple, dans l'entreprise, un responsable d'environnement, un ingénieur, par exemple, avec Bac plus 5, qui a des capacités, des compétences en termes de l'environnement. J'ai, par exemple, un personnel qui a déjà un background environnemental. Ils ont déjà occupé des postes dans ce sens, ou bien ils ont déjà exercé quelques tâches dans le sens de la protection de l'environnement, ou bien ils ont déjà fait des formations continues ou bien des formations professionnelles et académiques dans le domaine de l'environnement, mais ça ne veut pas dire que la culture, ça veut dire l'ambiance générale dans l'entreprise, c'est une culture suffisamment développée en matière de l'environnement. Là, quand je parle de la culture environnementale, je parle de la totalité de l'entreprise et je parle du taux de respect surtout des consignes environnementales, non seulement par les cadres et par les personnes qui sont vraiment dans le domaine de l'environnement, mais surtout les autres employés dans l'entreprise et voilà les autres fonctions autres que la fonction environnementale. Et avoir des compétences en termes académiques et en termes vraiment formation, ça ne veut pas dire que la culture environnementale elle est élevée. Donc, l'essentiel ici, c'est que c'est toujours possible de transformer une menace vers une opportunité. Ça veut dire, ou bien plutôt, on est toujours dans le côté interne de l'entreprise. Donc, on a ici quoi? On a un personnel qualifié, on peut toujours exploiter leur savoir-faire pour former le reste des employés et pour augmenter la culture environnementale. Donc, les forces et les faiblesses, c'est pourquoi d'ailleurs, il est important de diagnostiquer les forces pour savoir là où on est, quels sont nos acquis et comment peut-on exploiter ces acquis pour combler aussi les faiblesses. Donc ça, c'est de côté. D'autre côté, nous avons le milieu externe à l'organisme. Moi, je ne vais pas reprendre l'explication voilà, du SWOT et ainsi de suite. Donc, vous pouvez toujours revenir vers les enregistrements des séances précédentes que je vous ai déjà communiquées et vous pouvez revoir l'explication. Alors, ce qui m'intéresse, c'est l'exemple. Au niveau des opportunités, l'entreprise X pharmaceutique a détecté des offres de services, traitement et valorisation des déchets solides. Ça veut dire, au niveau du pays, au niveau du lieu d'installation de l'entreprise, il y a déjà des entreprises et des prestataires de services qui peuvent prendre en charge le côté valorisation et traitement des déchets pharmaceutiques. Alors ça, c'est une opportunité à saisir. Ça veut dire on a une offre abondante, on a la possibilité de faire la sous-traitance ou bien la prestation de services en ce qui concerne la valorisation et le traitement des déchets, ça c'est bon pour l'entreprise et ça va aider cette entreprise à combler cette faiblesse qui est la mauvaise gestion des déchets ou bien plutôt la gestion des déchets non maîtrisés. Donc cette opportunité, ça va aider à combler une faiblesse. La deuxième opportunité, c'est les opportunités de subvention. Donc, dans un contexte donné, par exemple, l'État ou bien le gouvernement ou bien, par exemple, l'Union européenne a lancé un programme de subvention et d'aide financière pour les entreprises dans le domaine de l'environnement. Donc, les entreprises qui souhaitent, par exemple, s'inscrire dans une démarche de développement durable. Ça, vraiment, ça concerne généralement les petites entreprises ou bien, voilà, donc les petites entreprises qui viennent d'émerger
et qui souhaitent s'inscrire dans une démarche d'amélioration ou bien plutôt de développement durable, l'État parfois il lance des programmes d'aide et de subvention. Alors ça, c'est une opportunité, il ne faut pas passer à côté de l'opportunité, il faut saisir cette opportunité parce que ça va renforcer voilà, ça va aider l'entreprise en fait à réussir sa démarche ISO 14001 et aussi à réussir à améliorer ses performances environnementales. Alors, s'il y a des opportunités de telle sorte, pourquoi pas les saisir? Alors là, on a mis cette opportunité au niveau de la grille SWOT parce qu'on a vraiment et réellement détecté des opportunités externes et on souhaite les saisir parce qu'on est éligible de prendre part, donc on peut bénéficier de cette opportunité de subvention. L'opportunité numéro 3, organisation de formation dans le domaine, pardon, organisme de formation dans le domaine de l'environnement. Donc, si on n'a pas le temps ou bien on n'a pas les compétences suffisantes pour faire des formations internes dans le domaine de l'environnement et précisément dans le domaine de la 14001, c'est une opportunité à saisir. Donc, les organismes externes qui font des formations de telle sorte, on peut toujours bénéficier de leur savoir-faire et aussi bénéficier en fait des services qu'ils vont donner. Donc, on peut toujours saisir cette opportunité et bénéficier des formations externes pour augmenter cette culture environnementale et pour renforcer les compétences de notre personnel interne. Et d'ailleurs, on a vu au niveau des exigences de la norme que le côté développement des compétences nécessite, donc c'est une exigence, il nécessite des preuves. Ben, c'est l'occasion pour se conformer à cette exigence, faire des formations en interne et aussi en faisant appel à des organismes de formation et de certification externes. Pardon. Maintenant, les menaces. La première menace, contrainte réglementaire, donc la réglementation. Parfois, il représente une contrainte pour l'entreprise. C'est un enjeu négatif. Pourquoi? Parce que si jamais on n'a pas vraiment une veille réglementaire qui est vraiment fiable, on peut passer à côté d'un changement réglementaire ou bien d'une émergence d'une nouvelle exigence réglementaire, ce qui va causer une non-conformité et puis des pénalités, des sanctions et ainsi de suite. Donc, c'est une menace. Parfois, ça peut aussi être une force. Voilà, donc ça dépend du jugement de l'entreprise. Deuxièmement, absence d'organismes de traitement des déchets dangereux. Donc, ce n'est pas l'absence, bien sûr, sur le marché. On ne parle pas de l'absence des organismes de traitement des produits et des déchets dangereux sur le marché, mais plutôt c'est l'entreprise qui n'a pas encore noué ou bien signé un contrat durable avec une entreprise qui fait le traitement des déchets dangereux. Dans ce cas-là, vraiment, c'est un cas particulier. Il y avait une agence intérim ou bien une entreprise d'intérim qui prend en considération ce côté-là, qui fait en fait au compte de l'entreprise le traitement des déchets dangereux, mais le fait d'avoir une entreprise en intérim, c'est pas vraiment durable. Donc, on n'a pas choisi un prestataire externe pour faire le traitement des déchets dangereux, ce qui va causer des problèmes. Alors ça, c'est une menace. Donc, on voit déjà que pour cette entreprise, il y a un grand problème avec le côté gestion des déchets. La menace numéro 3, augmentation de la culture environnementale dans le pays. Ça, c'est très important parce que aujourd'hui, même les clients de l'entreprise, ils commencent à avoir des exigences en termes de respect de l'environnement. Donc, la culture environnementale, elle augmente. Et qui dit une culture environnementale qui augmente, dit qu'il y a des associations qui défendent les droits de l'environnement. Il y a aussi les médias et ainsi de suite. Donc, l'entreprise, s'il ne suit pas d'une façon positive cette augmentation de culture environnementale, ça veut dire qu'il ne fait pas vraiment un effort pour corriger les impacts et les aspects environnementaux générés par ces activités et ces produits, ça veut dire que
il risque d'avoir une dégradation de l'image de marque. L'image de marque de l'entreprise, il risque de dégrader, de se dégrader avec le temps, voilà, vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis, voilà, de la population locale et aussi des associations, des médias et ainsi de suite. Donc, c'est une menace. Comment faire face à cette menace? C'est bien sûr en faisant l'amélioration des performances environnementales pour améliorer l'image de l'entreprise auprès de ces parties intéressées importantes. Alors, voilà en ce qui concerne l'analyse SWOT. Donc, l'analyse SWOT, c'est une méthode pour faire l'analyse des enjeux internes et externes et se conformer à cette exigence, analyse des enjeux internes et externes. Deuxièmement, au niveau du chapitre 4, bien sûr, à partir de l'analyse SWOT, il va décliner un plan d'action. Ça, on va le voir dans la partie planification. Un plan d'action qui décline et qui découle des enjeux internes et externes. Comment peut-on maintenir nos forces ou bien les exploiter, tirer profit de ces points forts? Comment peut-on corriger les faiblesses et renforcer les faiblesses? Comment peut-on saisir les opportunités et comment faire face aux menaces ou bien éviter les menaces ou bien les transformer aussi en opportunités? Donc, il y aura bien sûr un plan d'action qui va décliner de l'analyse SWOT ou bien n'importe quelle méthode que vous avez utilisée pour analyser les enjeux internes et externes. Au niveau du chapitre 4, il y a aussi, donc, parce que l'entreprise, son environnement interne et externe, il comporte tout ce qui est matériel, tout ce qui est entité, tout ce qui est enjeu, mais il comporte aussi des relations avec les êtres humains. Ça veut dire les parties intéressées, les entités physiques et morales qui nouent des relations. Donc, ce n'est pas juste question de conditions internes et conditions externes, mais c'est aussi question de parties intéressées. Et ça, je l'ai déjà expliqué au moment de l'explication des exigences de la norme. Sinon, le point 4.2, compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées, je vous ai demandé au niveau de l'exercice de citer et placer dans le tableau ci-dessus 4 exemples de parties intéressées que vous jugez pertinentes voilà, pour l'activité industrielle que vous avez choisie. Bien sûr, on ne peut pas avoir un jugement qui est correct sans vivre la situation réelle. Mais nous, c'est juste un exemple. C'est pourquoi déjà je vous ai limité 4 exemples pour ne pas, voilà, pour ne pas faire une étude de cas qui est très longue. Mais je vous ai demandé de choisir 4 parties intéressées que vous jugez pertinentes. On ne peut pas vraiment juger ce qui sont pertinentes ou pas si on n'a pas les données suffisantes, mais on peut toujours travailler d'une façon, on peut utiliser la logique des choses pour choisir en fait les parties intéressées. Sinon, dans le cas réel, il faut vraiment dresser la liste des parties intéressées et puis faire une évaluation selon donc des critères de votre choix afin d'établir quelles sont les parties intéressées pertinentes, ça veut dire qui ont vraiment un impact potentiel sur les performances environnementales de votre organisme. Sinon, ici, je vous ai choisi la première partie intéressée pertinente, qui est le personnel. Alors, quand on parle de l'environnement, les consignes et bien sûr voilà, les actions environnementales et tout ça, la culture environnementale de l'entreprise, la première entité qui exécute, c'est le personnel. Alors, le personnel, c'est une partie intéressée pertinente. Quel est le besoin et quelles sont les attentes de ces parties intéressées? Donc, d'abord, on va voir qu'est-ce que attend le personnel de l'entreprise. D'abord, il attend une reconnaissance et une récompense, on a parlé tout à l'heure, d'un personnel qualifié et compétent dans le domaine de l'environnement. Donc, qu'est-ce qu'attend ce personnel? Il attend une reconnaissance et une récompense, bien sûr, voilà, pour toujours être impliqué dans la démarche et pour toujours mettre en place leur savoir-faire et leurs connaissances et compétences. Deuxièmement, ces personnes, bien sûr, ils attendent une sécurité
au milieu du travail. Donc, c'est général parce que un responsable environnement, par exemple, ou bien des techniciens en environnement, prenons par exemple une STEP, une station d'épuration des eaux usées. Le personnel qui travaille là, il a besoin d'une protection, même si c'est en faveur de l'environnement. Donc ça, on fait une step interne pour traiter les rejets avant de les rejeter dans la nature, ou bien dans les égouts, ou bien dans le réseau d'assainissement. Mais le personnel qui travaille dans cette station d'épuration, pour qu'il donne donc voilà le maximum de ses compétences, il doit être protégé contre les risques biologiques, contre les risques en général que représente cette activité. Alors, pour tirer profit, comme on a dit, du savoir-faire de ce personnel qualifié, il faut leur donner l'environnement convenable et favorable pour exécuter leur mission. Ils attendent aussi une formation complémentaire ou bien des formations complémentaires pour développer leurs connaissances dans le domaine de l'environnement. Par la suite, le sens inverse. Qu'est-ce que l'entreprise attend du personnel ou bien de la partie intéressée? Premièrement, faire des suggestions d'amélioration. Alors, l'entreprise, elle attend du personnel de faire des suggestions. Là, bien sûr, dans le cadre de l'environnement, lorsque l'employé constate une anomalie ou bien il a une suggestion pour améliorer la performance environnementale, il peut remplir par exemple une fiche de suggestion pour suggérer des outils ou bien des actions d'amélioration. Implication et transparence. On attend aussi du personnel de l'entreprise une implication directe et réelle dans la démarche ISO 14001. D'ailleurs, l'implication du personnel, c'est un facteur garant de réussite de la démarche ISO. Non pas seulement la 14001, mais aussi les autres démarches ISO. Et bien sûr, cette implication, elle ne sera pas réussite sans fournir les ressources nécessaires, sans fournir la sécurité au travail, sans fournir l'environnement favorable pour améliorer cette implication. Et on attend aussi de ce personnel le respect des consignes environnementales, tri sélectif, voilà, donc toutes les consignes environnementales que l'entreprise a mises à disposition, donc il faut les respecter. Maintenant, on peut directement, donc à travers ça, on peut directement proposer des actions. Donc, c'est une sorte de détection, bien de définition et d'identification surtout des parties intéressées pertinentes, mais en même temps, c'est un moyen, c'est une sorte de plan d'action en fait, pour ne pas avoir une redondance, pour ne pas avoir beaucoup de paperasse, beaucoup de tableaux, beaucoup de documents. On peut utiliser un seul fichier Excel dans lequel on va satisfaire plusieurs exigences à la fois. L'identification et l'évaluation des parties intéressées, l'identification aussi des besoins et des attentes de ces parties intéressées et le sens inverse aussi. Et en plus de ça, on peut rajouter les méthodes ou bien les modes de surveillance à mettre en place parce qu'il faut surveiller toujours la partie intéressée pertinente et les besoins de cette partie intéressée pertinente. Ça va devenir des exigences internes pour l'entreprise et pour le système de management environnemental. Notamment pour mesurer la satisfaction du personnel, on fait des enquêtes de satisfaction, bien sûr en termes de sécurité au travail, de l'environnement favorable du travail, des formations. Donc, l'enquête de satisfaction du personnel est toujours un plan d'action. Il faut définir la fréquence, le délai d'exécution si c'est possible et aussi le responsable de l'exécution. Notamment, ici, nous avons une enquête de satisfaction personnelle annuelle. Donc, on va faire ça annuellement. Qui va faire cette enquête? C'est le responsable ressources humaines. Il est important de définir la responsabilité et ça, on a déjà en fait expliqué à maintes fois au niveau de l'explication théorique. Entretien d'évaluation du personnel, alors aussi, ce n'est pas juste question de satisfaction, mais aussi il faut évaluer les compétences du personnel. Là, vraiment, on ne va pas faire vraiment une fiche d'évaluation
ou bien une enquête de satisfaction qui sont spécialement dédiées pour le côté environnement, parce que ce n'est pas logique. Dans l'entreprise, il faut quand même optimiser le temps, optimiser l'énergie, et ainsi de suite. Donc, une seule enquête de satisfaction qui va bien sûr comporter des questions, une seule fiche d'entretien et d'évaluation pour laquelle on va, ou bien à travers laquelle on va évaluer les compétences du personnel dans le domaine de l'environnement et aussi dans les autres domaines. Mais pour moi, puisqu'on parle de l'ISO 14001, alors je me focalise beaucoup plus sur le côté environnement. Peut-être qu'on a déjà une fiche d'évaluation qu'on fait annuellement et que le responsable RH prend ça annuellement, mais on n'a pas intégré des choses ou bien une évaluation, des critères d'évaluation de cet employé en termes de l'environnement. Alors, on peut intégrer et rajouter voilà, des critères qui ont une relation avec la performance environnementale. Voilà, dans le milieu de travail, par exemple dans l'atelier ou bien dans le laboratoire contrôle qualité. Voilà, les personnes qui respectent toujours le tri sélectif, qui respectent toujours les règles d'étiquetage et de traçabilité des déchets, et ainsi de suite. Donc, on peut rajouter ça dans l'enquête de satisfaction de l'évaluation. La fréquence est annuelle, généralement. Le responsable RH, ressources humaines, parce que c'est lui vraiment qui s'occupe de tout ce qui est compétences, de tout ce qui est ressources humaines, recrutement, formation et ainsi de suite. Et également le responsable N+1, ça veut dire le responsable direct de la personne, de l'employé, son supérieur direct. Audit interne, bien sûr, les audits internes qu'on fait dans le cadre de l'environnement. Ils se font selon le planning de l'audit et le programme de l'audit déjà défini. Et bien sûr, l'équipe d'audit qui va faire cet audit. Alors, l'audit environnemental ou bien l'audit ISO 14001, on peut aussi auditer, on va aussi auditer les performances du personnel. Et nous avons le suivi des indicateurs de performance. Voilà, donc chaque processus normalement, on a un ensemble d'indicateurs de performance et parmi ces indicateurs de performance, on trouve ceux qui ont une relation avec la performance environnementale de chaque processus ou bien des employés. Alors, le suivi mensuel des indicateurs de performance par les pilotes des processus concernés, ça va nous donner une idée sur la satisfaction des exigences des employés et aussi le sens inverse. Ça, c'est la première partie intéressée. La deuxième partie intéressée, pertinente, c'est la direction générale. Alors, pourquoi la direction? Parce que déjà là, vous avez donc les parties intéressées internes, parce qu'il y a des parties intéressées internes, ce sont les parties prenantes, et il y a aussi des parties intéressées externes. La direction générale, c'est une partie intéressée interne. Voilà pourquoi elle est pertinente, parce que on a vu au niveau de la norme et de l'explication des exigences, bien précisément au niveau du chapitre 5, leadership, que l'engagement de la direction aussi, c'est un facteur garant de la réussite de la démarche. D'ailleurs, il y a une relation entre la responsabilité de la direction et l'engagement de la direction et entre l'implication du personnel. Alors, on a le besoin et l'attente de cette partie intéressée, c'est l'amélioration continue du SME. Donc, on attend des employés et des responsables de la démarche d'améliorer continuellement les performances de notre système de management environnemental. Alors, la direction générale et l'attente du responsable environnement ou bien HSE, l'amélioration continue du système de management environnemental. Et l'attend aussi un personnel compétent, impliqué et ainsi de suite. Le sens inverse, maintenant, qu'est-ce qu'attend l'entreprise de la direction générale ou bien qu'est-ce que demande la démarche ISO ou bien le système de management environnemental de la direction générale? On attend un engagement total de la direction, une implication totale
une fourniture des ressources pour mettre en place, pour élaborer déjà, mettre en œuvre et améliorer en continu le système de management environnemental. On attend une orientation, on attend un suivi des actions, une supervision et aussi un contrôle et bien sûr un support pour améliorer les performances environnementales. La méthode de surveillance et de suivi, par exemple, réunion de direction, la direction fait des réunions pour savoir quelles sont les nouveautés de l'avancement des actions, du plan d'action environnementale, du programme de suivi de l'environnement, des impacts, des aspects, et ainsi de suite. Ça se fait annuellement par la direction générale. En plus, bien sûr, de la revue de direction qui se fait vers le chapitre évaluation des performances, qui est le chapitre 9, afin de discuter et d'évaluer le système de management et son efficacité. Donc ça, on l'a déjà vu au niveau de l'explication. Ça se fait aussi annuellement et c'est la responsabilité du responsable HSE ou bien QHSE selon l'hiérarchie dans l'entreprise. Maintenant, quelles sont les parties intéressées externes que je vous ai choisies? Donc, nous avons l'État et les collectivités territoriales, ça veut dire les entités qui représentent le pouvoir réglementaire et institutionnel environnemental. Alors, qu'est-ce que cette partie intéressée attend de l'entreprise? Elle attend un respect de la réglementation en vigueur, une protection de l'environnement et des employés, bien sûr. Voilà, donc l'entreprise n'attend rien normalement de la réglementation. C'est juste dans un seul sens. Sinon, vous pouvez aussi mettre donc, ce que vous avez choisi comme étant exigence de vous vis-à-vis de la réglementation. Mais en général, ça va dans un seul sens. Alors, quels sont les moyens de surveillance et de suivi? On a besoin d'une veille réglementaire environnementale, que ce soit vous faites vous-même la veille réglementaire ou bien à travers une prestation de service. Et bien sûr, ça aussi, on a déjà discuté au niveau de la veille réglementaire, la partie théorique. L'action, la deuxième action, c'est le suivi, la surveillance et le contrôle des normes réglementaires à travers, bien sûr, un programme et un planning de suivi selon les aspects que vous avez et les impacts que vous avez et selon la réglementation en vigueur. Donc, ça se fait généralement pour la veille réglementaire, c'est trimestriellement, on va revoir trimestriellement donc, est-ce qu'il y a des nouveautés réglementaires? Et par la suite, selon le programme de suivi et de surveillance. Donc, on va tout simplement élaborer un programme de suivi et de surveillance des impacts environnementaux, bien sûr, selon la réglementation. On va suivre, par exemple, les paramètres sur les rejets, on va faire un échantillonnage, on va suivre tout ce qui est gestion des déchets à travers des bordereaux de suivi des déchets. On va faire le suivi, par exemple, des effluents de gaz en faisant l'enregistrement, ou bien plutôt en utilisant des enregistreurs de gaz, ou bien des analyseurs de gaz plutôt, pour comparer toujours avec les seuils réglementaires. Qui fait ça? Qui est le responsable? C'est le responsable QHSE et son équipe, bien évidemment. Quand je dis que le responsable, par exemple, HSE, il est responsable de l'action, c'est pas forcément que c'est lui qui va exécuter directement. Alors, je parle du responsable, ça veut dire c'est lui qui va s'assurer de l'exécution. Il va élaborer, par exemple, le plan et c'est à travers son équipe de travail, les techniciens et ainsi de suite, on va exécuter l'action. Donc, ça ne veut pas dire forcément que c'est lui physiquement qui va prendre les échantillons et ainsi de suite, mais vraiment, c'est lui, pardon, qui est responsable de l'exécution de l'action. Par la suite, nous avons la population locale. Donc, la population locale, les riverains, les voisins, c'est une partie intéressée importante et potentielle quand on parle de l'environnement parce que, comme j'ai dit maintes fois, c'est eux qui vont subir en plein fouet les répercussions négatives sur
l'environnement causés par les activités et les produits de l'entreprise. Qu'est-ce qu'attend cette population de l'entreprise? Elle attend la protection de leur environnement de vie et de leur santé, bien évidemment, traitement des plaintes. Donc, si jamais il y a des plaintes, il y a des réclamations, l'entreprise doit les prendre au sérieux. Et aussi aide en cas de catastrophe ou bien de situation d'urgence environnementale. Donc, nous avons déjà vu les situations d'urgence environnementale. Donc, en cas de situation d'urgence qui se propage vraiment et qui va porter atteinte à la population, leur sécurité, leur milieu de vie, l'environnement, ça veut dire contaminer l'eau, contaminer le sol ou bien l'air, alors la population, elle attend de l'entreprise une collaboration et de l'aide pour lutter contre cette situation d'urgence potentielle. Le sens inverse, il n'est pas valable vraiment. L'entreprise, il n'attend rien de la population, pas forcément grand-chose. Et par la suite, quel est le moyen? C'est traitement des réclamations. Donc, on peut toujours avoir un service de traitement de réclamation et de les prendre en considération. D'ailleurs, je vous ai dit, lorsque j'ai expliqué la revue de direction, que parmi les entrées de la revue de direction, que le responsable HSE doit, ou bien environnement doit présenter avant de commencer la revue de direction, c'est est-ce qu'il y a des réclamations de la population pour les prendre en considération au moment de l'élaboration du nouveau plan d'action futur. Sinon, ça se fait selon le besoin. Donc, à chaque fois qu'on va recevoir vraiment les réclamations, ils n'ont pas une fréquence. Donc, quand est-ce qu'on va recevoir une réclamation? Il faut la traiter et la prendre en considération. Et voilà, qui va faire ça? C'est le responsable, par exemple, communication, le service communication qui va recevoir les réclamations. Que ce soit, nous avons par exemple un standard, une ligne verte, pour communiquer, pour recevoir voilà, les réclamations et les plaintes. Sinon, si on a par exemple une boîte mail pour recevoir les réclamations, et ainsi de suite. Donc, l'essentiel, c'est de les traiter. Ce n'est pas comment les traiter. Après l'analyse du contexte, les enjeux internes et externes et les parties intéressées, leurs besoins et leurs attentes, vient la définition du domaine d'application. Alors là, je vous ai demandé au niveau de l'exercice de se baser sur l'analyse du contexte afin d'élaborer le domaine d'application de votre système de management environnemental. Donc ça, c'est une information documentée. Là, vous voyez donc la forme qu'il faut respecter. Vous avez par exemple c'est une procédure qui va comporter bien sûr le logo de l'organisme, voilà donc le numéro de page, la date d'élaboration, la codification du document, la version et ainsi de suite. Et voilà donc le contenu que doit contenir votre domaine d'application, qui est vraiment une information documentée qui doit se baser surtout sur l'analyse du contexte. J'ai déjà expliqué la relation entre le domaine d'application et l'analyse du contexte. Je reprends cette explication brièvement, c'est que les enjeux qui peuvent vraiment indiquer à l'entreprise quels sont les périmètres à intégrer dans le domaine d'application, que ce soit des enjeux internes ou bien externes qui poussent l'entreprise à intégrer un certain périmètre dans le domaine d'application de votre système de management. Mais généralement on intègre toute l'entreprise. Pourquoi? Parce que protéger l'environnement, c'est pour tous les processus de l'entreprise, bien sûr. Donc, ça dépend du choix en fait de l'entreprise et ça dépend de l'analyse du contexte. Donc, voilà le domaine d'application. Je vais vous envoyer par la suite un document parce qu'on ne peut pas vraiment juger, on ne peut pas élaborer un domaine d'application d'une façon qui est concrète sans savoir déjà quelles sont les circonstances voilà, réelles de l'entreprise. Mais moi, je vais partager avec vous un exemple de domaine d'application d'un système de management environnemental, comment il doit être élaboré. Donc, je vous laisse le document par la suite dans notre groupe WhatsApp ou bien par mail, bien sûr.
On élabore le domaine d'application et maintenant le leadership, le chapitre 5. Donc maintenant, nous avons fait la première partie de la planification, qui est le diagnostic, l'état des lieux, l'analyse du contexte et ainsi de suite. Maintenant, on va statuer sur l'engagement de la direction et la responsabilité de la direction à travers le leadership. Et bien sûr, il y a aussi la responsabilité qui est déléguée aux pilotes, par exemple, des processus, aux chefs de service, aux responsables de département. Parce que quand je dis le leadership, ce n'est pas juste la direction, mais toutes les personnes qui ont une responsabilité à exercer, qui a été déléguée, bien sûr, dans le cadre de l'environnement. Alors, je vous ai demandé de noter les objectifs de votre politique SME que vous souhaitez décliner en plan d'action. Et bien sûr, ça doit avoir une relation avec l'étape analyse du contexte et ça doit respecter aussi le périmètre de la certification. Je vous ai donné 4 exemples d'objectifs. Bien sûr, il faut noter que les objectifs de la politique, ils sont généraux, ils sont stratégiques. Ce n'est pas des cibles, ce n'est pas des petits objectifs quantifiés et ainsi de suite, ce sont des axes. Alors, premièrement, assurer la protection de l'environnement, y compris la prévention de la pollution. Deuxièmement, satisfaire à nos obligations de conformité environnementale en termes de réglementation et en termes d'autres obligations de conformité. Développer les compétences de nos ressources humaines, parce qu'on a vu au niveau de l'analyse des enjeux que la culture environnementale nécessite une amélioration. Donc, il faut promouvoir la culture environnementale au niveau de l'entreprise et par la suite développer les compétences de nos ressources humaines. Voilà, donc ça, je l'ai déjà mentionné, améliorer la gestion des déchets parce qu'on a vu qu'on a un grand problème au niveau de la gestion des déchets. Ça, c'est un exemple de politique SME selon notre exemple d'entreprise pharmaceutique. Donc, une démarche managériale, environnement, mise en œuvre conformément aux exigences de la norme internationale ISO 14001, version 2015. Elle est plus que jamais pour notre société le moyen essentiel par lequel nous réussirons donc la valorisation de notre image, bien sûr, vis-à-vis des parties intéressées, améliorer les performances environnementales et ainsi de suite. L'essentiel, c'est que dans la politique doit être appropriée à la nature de l'activité, adaptée donc à l'entreprise, adaptée à l'orientation et la vision et la culture de l'entreprise, et elle doit être issue de l'analyse des enjeux. Ça veut dire qu'elle a une relation avec ce diagnostic réel qu'on a déjà fait. Il doit comporter un engagement, bien sûr, donc à satisfaire les exigences de la norme ISO 14001, un engagement à satisfaire les exigences légales et réglementaires et autres exigences des parties intéressées pertinentes et un engagement d'amélioration continue. À cet égard, nous nous sommes fixés une politique environnementale qui s'articule autour des axes suivants. Donc, voilà les axes. Et quand je dis qu'on a mentionné des axes au niveau de la politique, ça veut dire qu'il faut vraiment travailler pratiquement pour atteindre ces objectifs et ces axes. Donc, ce sont les axes sur lesquels on va travailler au niveau de notre plan d'action et au niveau de l'exécution et de la déclinaison de tout ce qui est axe vers le côté opérationnel. Il ne faut pas avoir un décalage entre les axes stratégiques que vous avez définis au niveau de la politique ou bien au niveau de votre réflexion stratégique et entre ce qui se fait réellement au niveau de l'entreprise. Si je mentionne ici l'amélioration de la gestion des déchets, c'est qu'au niveau du plan d'action, au niveau de l'exécution, je vais vraiment travailler vers cet objectif. Pour mettre en œuvre notre politique environnementale, nous nous engageons à. Donc, il faut mentionner vos engagements. S'impliquer dans le fonctionnement de notre SME ainsi qu'à l'amélioration continue de son efficacité, ça veut dire la direction. Il s'implique, il s'engage de
être dedans dans la démarche SME et aussi dans l'amélioration continue. C'est un engagement à long terme. C'est pourquoi il faut toujours le mentionner au niveau de la politique. Améliorer en continu le système de management, bien sûr, satisfaire les exigences applicables, protéger l'environnement et prévenir la pollution, améliorer continuellement le management de l'environnement, mettre à la disposition de tout le personnel les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs. Et voilà, donc un petit résumé pour clôturer. La signature du directeur général et la signature du PDG, par exemple. Donc, tout simplement, c'est une assurance écrite. C'est une preuve tangible de, voilà, de l'engagement de la direction vis-à-vis du système de management environnemental. Alors, bien sûr, la politique doit être communiquée, comprise, mise en œuvre et ainsi de suite. Communiquée en interne et bien sûr, mise à disposition des parties intéressées externes. Pour intégrer le volet environnement au quotidien de l'organisme, il faut décliner les objectifs de votre SME au processus de l'entreprise. Alors là, vraiment, pour pouvoir associer, donc voilà, on parle ici, donc on parle des processus, de la notion des processus. Alors pour intégrer les objectifs environnementaux au niveau du quotidien de l'entreprise, ça veut dire le côté opérationnel, c'est important et primordial de les intégrer au niveau des processus de l'organisme. Alors moi, je vous ai demandé un seul processus comme exemple. Mais bien sûr, pour chaque processus de l'entreprise, que ce soit logistique, financier, par exemple, les locaux administratifs, le processus production, le processus commercial et ainsi de suite, il faut intégrer le volet environnement. Que ce soit, vous avez déjà une démarche de qualité, ça veut dire que vous avez déjà découpé l'entreprise en processus, ou bien l'élaboration des processus qui vont faciliter l'intégration de tout ce qui est axe et action d'amélioration environnementale au niveau du quotidien de l'entreprise. Je vous ai demandé, pour mettre l'accent sur ça, de choisir un seul processus parmi les processus de l'activité que vous avez choisi et de remplir le tableau, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, moi, je vous ai choisi le processus contrôle qualité, bien sûr, dans cette entreprise pharmaceutique. Alors, pour chaque processus, bien sûr, il y a un ensemble d'activités. Que ce soit, vous avez une fiche d'identité de processus, ça veut dire que vous avez déjà les activités mentionnées au niveau de la fiche d'identité. Généralement, c'est le cas pour les entreprises. Le cas échéant, si vous n'avez pas vraiment une démarche de qualité, vous n'avez pas encore découpé l'entreprise en processus, alors vous mentionnez tout simplement quelles sont les activités de ce processus donné. Notamment ici, vous avez prélevé les échantillons, réaliser les contrôles physico-chimiques et les échantillonnages, et aussi les contrôles microbiologiques, valider les méthodes de nettoyage des équipements de production, donc parmi les activités de ce laboratoire contrôle qualité. Pourquoi il est important de savoir quelles sont les activités de chaque processus? Ça va nous aider au moment de l'évaluation des impacts et aussi ça va nous donner une idée sur comment peut-on, quelles sont les pistes de progrès et comment peut-on améliorer les performances environnementales d'un processus donné. Dans ce cas, on a choisi le processus contrôle qualité et comment aussi faire le suivi et le contrôle de ce processus en termes de performance environnementale. Donc là, les objectifs et la finalité de ce processus, et bien sûr, on va fixer les objectifs, on va rajouter les objectifs qui ont une relation avec le système de management environnemental. Bien évidemment, ce processus, il a des objectifs à atteindre en termes de qualité, par exemple, en termes de sécurité, par exemple, au travail. Mais nous, notre objectif, c'est de rajouter
d'autres objectifs pour ce processus-là en termes de protection de l'environnement, notamment la gestion des déchets laboratoires, c'est un objectif, la maîtrise de la consommation des réactifs et des consommables, parce qu'ici, c'est un laboratoire pharmaceutique, donc les réactifs et les consommables, ce sont des ressources naturelles, ce sont des plantes qu'on utilise et des ressources naturelles qu'on consomme. Donc, le côté épuisement des ressources naturelles, ça nécessite une maîtrise de la consommation, un suivi, une surveillance des quantités des consommables et pourquoi pas la réduction et l'optimisation des quantités. Gestion des produits chimiques pour éviter les déversements, manipule des produits chimiques écotoxiques qui peuvent contaminer l'environnement. Alors, il faut faire une bonne gestion des produits chimiques dans ce laboratoire. Ce sont des objectifs en relation avec l'ISO 14001. Le domaine d'application de ce processus, bien sûr, c'est c'est le contrôle des matières, le contrôle qualité matières premières, qualité agents chimiques, qualité ou bien plutôt les produits semi-finis, les produits finis et environnement de travail. Donc, on contrôle la qualité de tout ça. Donc, ça, c'est le domaine d'application du processus. Éléments d'entrée du processus. Pourquoi il est important de savoir quels sont les éléments d'entrée, quels sont les éléments de sortie? Parce qu'ils vont nous aider, comme j'ai dit, au niveau de l'élaboration des impacts et des aspects. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Que ce soit, vous avez déjà, comme j'ai dit, la fiche d'identité qualité de ce processus avec des entrées et des sorties. On va rajouter les éléments d'entrée, les inputs, et les éléments de sortie, les outputs, qui ont une relation avec l'environnement, qui ont une relation avec la discipline environnementale. Ou bien, si on n'a pas encore élaboré la fiche d'identité, ben, c'est le moment pour le faire en y rajoutant toujours les éléments d'entrée et de sortie qui ont une relation avec l'environnement. Notamment ici, quels sont les éléments d'entrée? On va citer uniquement 3 éléments pour ne pas avoir, pour ne pas donner beaucoup plus d'informations. Trop de formation nuit à la formation. Et bien sûr, moi, je vous ai déjà préparé l'étude de cas, le dossier de l'étude de cas qui est complet, si vous voulez avoir beaucoup plus d'idées sur les éléments d'entrée et de sortie, sur aussi, donc les actions et ainsi de suite. Mais restons dans le cadre déjà de l'exercice, on a cité 3 éléments d'entrée, notamment pour ce processus contrôle laboratoire, il faut avoir une entrée, comme entrée, les exigences réglementaires environnementales. Ça veut dire à chaque fois qu'il y a l'émergence d'une nouvelle exigence environnementale, ou bien aussi les anciennes exigences, il faut les communiquer avec le processus contrôle qualité pour travailler sur leur prise en considération et leur respect. Donc, les exigences réglementaires environnementales en relation avec ce processus-là. Si je travaille aussi sur le processus, par exemple, au transport, alors je dois leur communiquer, bien sûr, le responsable HSE doit communiquer aussi comme élément d'entrée les exigences réglementaires environnementales en relation avec l'activité transport et ainsi de suite. La politique environnementale, donc le processus contrôle qualité a besoin de la politique environnementale pour toujours être conforme aux axes qu'on a définis et pour toujours travailler et mobiliser l'équipe vers la contribution à l'atteinte des objectifs de la politique environnementale. Troisièmement, fiche de données de sécurité des produits chimiques. Pourquoi? Parce que c'est au niveau des fiches de données de sécurité, les FDS, on trouve des consignes, en plus de consignes de sécurité, on trouve aussi des consignes de stockage, de manipulation pour éviter les déversements et pour éviter aussi la contamination de l'environnement. On trouve aussi dedans des informations sur la composition chimique qui va nous aider au moment de l'identification ou bien plutôt de l'évaluation des impacts, surtout pour le critère pour évaluer la gravité de ces produits
bien sûr, pour évaluer la gravité de l'impact de ces produits sur l'environnement. Donc, c'est une donnée d'entrée très importante aussi. Alors, l'origine de cette entrée, il faut savoir d'où provient cette entrée. Quel est le processus responsable de la diffusion de cet élément d'entrée vers le processus en question, qui est le contrôle qualité. Là, par exemple, exigence réglementaire et environnementale, qui est le responsable ou bien qui est le processus origine de cette entrée, c'est le processus HSE. Pour tout ce qui est donc politique environnementale, le processus direction, puisque c'est le leadership qui élabore la politique, et par la suite, fiche de données de sécurité, le processus HSO ou bien les achats, parce que ce sont les achats qui vont recevoir la matière première achetée, par exemple chimique ou bien logistique aussi, qui fait le transport de la marchandise et des matières premières. L'essentiel, c'est qu'il faut communiquer les fiches de données de sécurité avec donc le processus contrôle qualité. Bien sûr, les produits chimiques manipulés par ce processus-là. Voilà, donc qui entrent dans le domaine de travail et d'exécution de ce processus. La même chose pour les éléments de sortie, déchets quantifiés, donc le processus contrôle qualité, elle va émettre plusieurs éléments de sortie utiles qui ont une relation avec la qualité, avec le produit, et ainsi de suite, les résultats d'échantillonnage, les résultats de contrôle, et ainsi de suite. Mais pour nous, on va voir quels sont les éléments de sortie qui ont une utilité dans le cadre du SME, dans le cadre du système de management environnemental. Notamment, les déchets quantifiés. Donc, les déchets quantifiés, ça veut dire les produits finis, semi-finis, les matières premières, les agents actifs qui sont périmés, en plus des résidus qui restent des opérations de contrôle, les EPI souillés, ou bien déchirés, ou bien les EPI donc dégradés. Tout ça, ce sont des déchets. C'est une sortie du laboratoire, mais on attend aussi la quantité, donc la mesure de la quantité des déchets, donc les déchets quantifiés. Vers quel processus, donc la destination de cette sortie, c'est vers le processus logistique pour faire le stockage et puis l'évacuation. Voilà, donc en attendant, bien sûr, leur prise en charge par le prestataire de service. Suggestions d'amélioration. On attend de ce processus-là des suggestions d'amélioration du côté, par exemple, gestion des déchets, ou bien si on a des suggestions d'amélioration en général, environnement. Les résultats d'évaluation des indicateurs environnementaux, bien sûr, chaque processus, il a un ensemble d'indicateurs de suivi voilà, de l'efficacité. Mais aussi, en plus, par exemple, des indicateurs qualité, sécurité, on doit aussi instaurer des indicateurs de performance environnementale pour ce processus donné, pour pouvoir mesurer l'efficacité de ce processus. Alors, comme élément de sortie vers la direction et vers le processus HSE, le pilote de processus contrôle qualité ou bien n'importe quel processus en question, il doit communiquer avec une fréquence déterminée généralement mensuellement les résultats d'évaluation des indicateurs environnementaux. Alors, quels sont ces indicateurs, notamment ici, liste des indicateurs de performance, donc les KPI, Key Performance Indicators, liés aux éléments d'entrée et de sortie de ce processus donné, notamment le taux de consommation des réactifs. Ça a une relation avec l'objectif d'optimisation des consommables, quantité des déchets générés, ça c'est un indicateur, taux de respect du tri sélectif des déchets, étiquetage, traçabilité et tout ça. Par la suite, liste des documents et les procédures, les enregistrements, les instructions de travail en relation avec l'environnement. Parce que toutes ces données, le suivi des indicateurs, l'exécution des actions environnementales et ainsi de suite, ils doivent être bien sûr associés
un ensemble de documents, que ce soit des procédures qui décrivent et standardisent les actions et les activités pour éviter toujours l'impulsivité des actions et des activités, les documents qui vont servir comme preuve de réalisation d'actions et de suivi des actions, comme les enregistrements, et aussi les instructions opératives qui vont décrire comment réaliser une tâche bien spécifique, notamment fiche de suivi des paramètres de l'environnement, fiche de suivi qu'on va remplir pour suivre les paramètres, par exemple, pour suivre la quantité des déchets et la typologie des déchets, liquides et solides, les rejets, et ainsi de suite. Fiche de suivi des actions d'amélioration ISO 14001. Si on a proposé une action d'amélioration, alors il faut faire un suivi de l'efficacité de cette action à travers, bien sûr, une fiche de suivi. Fiche de sortie des déchets, à chaque fois qu'on va faire sortir une quantité de déchets, il faut remplir un bordereau de suivi des déchets, il faut remplir un registre interne de suivi des déchets. Tout ça, on va le voir dans la partie gestion des déchets solides. Procédure de gestion des déchets, instruction de tri et étiquetage des déchets dangereux, parce qu'il faut toujours étiqueter les déchets dangereux.